Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors avant ça, n'oubliez jamais, jamais la lettre de Géopolitique Profonde. On parle de géostratégie, de macroéconomie, on parle de tout ce que les médias ne veulent pas dire. Voilà, c'est la lettre de janvier. Elle est en description en bas. Vous cliquez dessus et vous vous y abonnez. Ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, plateau 5 étoiles sur Uber Eats. Voilà, 5 étoiles comme toujours. On va parler évidemment de BRICS, de géopolitique, de Monsieur Poutine. On va parler de l'OTAN, de toutes ces choses qui vous passionnent. Comment le monde va ressembler. Avec moi, je reçois la sublime, la magnifique et l'extraordinaire géopolitologue que vous aimez tous, président du think tank Géopragma, dorénavant youtubeuse pour sa chaîne Paix et Guerre, Caroline Galacteros. Comment allez-vous, chère Caroline? Oui, très bien. Vous êtes en beauté aujourd'hui. Merci, c'est très gentil. Non, mais je suis ravie d'être ici. Ben moi, je suis très content de vous recevoir. Quelle introduction. Il faut quand même. Il faut être au niveau, là. Oui. Mais je sais que vous serez au niveau, je sais que vous êtes tout le temps. À chaque fois que je vous ai reçu, vous étiez toujours au niveau. Et les gens vous aiment beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, les gens vous aiment beaucoup. Mais écoutez, moi aussi, j'aime beaucoup, d'une manière générale, mes concitoyens et tous ceux qui m'écoutent. Voilà, il y a un vrai soutien populaire. Mais... Et c'est pas évident, parce que la géopolitique, c'est quand même, aride. Ça paraît élitiste. Ben non, vous arrivez à la rendre populaire. Oui, mais ça ne l'est pas. C'est la matière première de l'humanité. Donc c'est une matière éminemment humaine. Et j'aime à croire que j'ai une certaine forme d'humanité en moi. En tout cas, on va parler dans le grand entretien avec vous qui va durer une demi-heure. Mais avant ça, je présente un petit nouveau, un ami de 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus, un sarkozyste de gauche. Ça me fait toujours rire. Un sarkozyste de gauche. Notre ami Serge Federbusch. C'est bien qui est extraordinaire. Ancien élu parisien, essayiste, il a écrit Covid Story, une étrange défaite, un excellent livre qui a brocardé un peu ce que faisait le gouvernement à l'époque de la crise sanitaire. Ça a montré, en fait, ce qui a été ensuite démontré, à savoir que il y avait une espèce de panique auto-entretenue, au départ par incompétence et ensuite un peu par malignité, parce que par perversité, l'État a eu besoin d'entretenir la peur. C'est plus incompétence ou malignité. Les deux se mélangent très souvent en politique, l'incompétence et le vice. Et donc, ça a commencé par de l'incompétence et ça a rapidement tourné au vice quand, à travers en particulier le pass sanitaire, Macron a réussi à reprendre un peu la main en divisant les Français, en jouant sur les peurs. Et ça a été effectivement un moment assez pénible. Moi, maintenant c'est un livre qui a plus de 2-3 ans. D'ailleurs, il était un peu précurseur au moment où je l'ai sorti, parce que c'était un des premiers livres que sorti sur le Covid. Mais cette histoire de Covid, je pense qu'on n'en a pas encore fait le tour. C'est-à-dire que c'est vraiment un traumatisme. Alors attention, parce que sinon ça va réveiller Myriam, et je veux pas pour l'instant. Voilà. Donc, on a en éditorialiste notre ami Myriam Palomba, qui pourra évidemment pas rester toute l'émission, et j'en suis très triste d'ailleurs, parce qu'elle va filer chez notre confrère Cyril Hanouna. Tu es tellement prise par Cyril Hanouna. J'ai l'impression que tu es devenue d'ailleurs l'éditorialiste numéro 1 chez lui, TPMP. Si. Non, pas du tout. D'ailleurs, tu étais très bien hier avec professeur Raoult. Oui, je tiens d'ailleurs à dire que tout ce que j'ai vu, tout le monde dit que j'ai joué ma groupie, j'ai pas joué ma groupie. Voilà, je suis contente des prises de position du docteur Raoult ces derniers temps. Professeur Raoult ces derniers temps. Et puis c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le voir un peu allumer les chroniqueurs. Et puis voilà, je trouvais ça important. Alors, petit message, si je peux me permettre quand même, Valérie L'Expert, qui m'a encore descendu. Moi, j'attends de débattre sur ce sujet avec vous quand vous voulez. Ça vous évitera de dire tout et n'importe quoi sur moi. Voilà. Donc, Madame Valérie L'Expert, voilà, on fait une annonce. Si vous voulez débattre avec Myriam Palomba sur les questions de crise sanitaire, elle est disponible.
Je ne sais pas si elle va te répondre. Non, mais non, elle ne me répond pas parce que je lui ai déjà, au tout début, la première fois qu'elle a fait ça, je lui ai envoyé un texto et elle n'a même pas eu la politesse de répondre. En plus, mon texto était vraiment sympathique, pas du tout. On sait tous que tu es en plus très sympathique. Oui, en vrai, oui. Ouais, c'est vrai. Tu ne fais pas du tout des envolées des fois, mais pas du tout. Hein. Toujours très sympathique. Et à mes côtés, mon acolyte à Radio Courtoisie, le patron d'émission numéro 1, celui de Radio Courtoisie, celui qui Radio Courtoisie n'existerait pas ou n'existerait plus, hein, évidemment, c'est Nicolas Stocker. Bah, chacun son truc. Hein. Il y en a, c'était PMP, il y en a d'autres, c'est Radio Courtoisie. Voilà. Il faut assumer sa ringardise. Voilà, mais c'est pas ringard, Radio Courtoisie. Non. C'est sérieux, c'est sérieux. Ah oui. C'est la bande FM. C'est la bande FM, 95.6. En région parisienne. En région parisienne. On te retrouve dans le libre journal de Géopolitique Profonde. Le samedi matin. Demain matin. 9h et 10h30. Voilà, 9h, 10h30. Juste avant toi et ton juste avant journal moi. des controverses. Et t'as quoi encore comme émission ? Des relèves, de la résistance française, des florilèges des arts. Des arts, des libertés, de je sais pas quoi, t'as plein de trucs. Bon, on joue du violon entre nous, hein, c'est... Voilà, et puis on s'invite entre patrons d'émission. C'est contractuel. Si on est trop, on peut s'en aller. Je te remercie, cher Serge. Mais on retrouve Serge Federer. Ah bah oui, des émissions. Et il est passé d'ailleurs sur une émission spéciale Paris, je crois ça. Et juste avant, Jean-Claude Bourré aussi. D'accord. Bah, Jean-Claude Bourré, tiens, j'aimerais bien l'avoir, Jean-Claude Bourré, ici, là, en plateau. Tiens, ça, je lance un appel. Pour avoir Jean-Claude Bourré et pour faire une émission spéciale extraterrestre. Et ça, j'en ferai une. Donc là, nous allons arriver sur l'entretien impertinent avec Caroline Galacteros. Dites-moi, chère Caroline, est-ce que le monde change vraiment ? Est-ce que ça, c'est une réalité ? Est-ce que l'Occident... Voilà, que l'on voit qui était dominateur. Est-ce que ça, c'est fini ? Ah oui, l'Occident dominant en tout cas. Il est toujours dominateur, c'est sa nature. Mais dominant, c'est incontestable. Oui, il y a un changement qui s'opère. Après, veut-on le voir ? Veut-on en tirer les conséquences ? Veut-on chercher les opportunités qu'on aurait pour rester, non pas forcément dominant, mais éminent ? Dans l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui, c'est tout le problème. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais savoir, c'est la définition de ce terme Occident, parce que j'ai l'impression aussi que c'est un peu fourre-tout. Comment vous le définiriez et quels pays font partie de cet Occident ? Alors, d'abord, avant de parler d'Occident, il y a encore quelques années, on parlait de l'Ouest et de l'Est. C'est ça. Bon, l'Occident maintenant dit collectif, c'est en fait ce qu'il reste des anciens membres de l'ordre bipolaire, ceux qui sont restés agrégés autour de la puissance américaine et qui considèrent qu'elle est leur salut, leur puissance de tête, qu'ils doivent absolument ne pas faire un pas de côté. Et qui donc, ce faisant, et je pense notamment bien sûr aux Européens, se trouvent dans une situation extrêmement compliquée parce qu'ils sont pris en sandwich entre cette servitude ou cette appartenance consentie et puis le reste du monde qui, lui, a complètement changé, s'agrège, mais autour d'une idée et d'un modèle multipolaire. C'est plus la bipolarité, même s'il y a la Chine face aux États-Unis. Mais c'est un autre ordre qui est en train de se faire. Il y a une véritable tectonique des plaques géopolitiques qui est en germe depuis déjà au moins une bonne dizaine d'années, mais qui aujourd'hui se voit. Et je dirais que les soubresauts, les crispations de cet Occident, donc on va dire les États-Unis, l'Europe, le Japon, voilà, un certain nombre d'autres États qui sont liés étroitement aux États-Unis, eh bien tous ces soubresauts, toutes ces crispations ne font qu'accélérer cette mutation, cette bascule du monde. Mais est-ce que cet Occident est uni ? Parce que voilà, géographiquement, vous avez cité quelques noms de pays, mais est-ce qu'il est réellement uni ? Est-ce que c'est un vrai bloc ? Parce que ça, on ne sait pas exactement. Ben, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, est-ce qu'il est souhaitable pour les pays, à part l'Amérique, de rester véritablement collés, serrés, si j'ose dire, à leurs grands frères, amis, amants, tuteurs américains. Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut être alliés, y compris même militairement, dans des structures même comme l'OTAN,
Mais en revanche, ne pas se sentir une âme d'esclave au point d'obéir le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est ça aujourd'hui, la relation entre, par exemple, la France et les États-Unis. La France est esclave des États-Unis? Est-ce qu'on peut dire ça? On est obéissant. On est obéissant, incontestablement. On ne veut pas, et le conflit ukrainien l'a montré clairement, on n'a pas du tout compris les enjeux de ce conflit. On n'a même pas voulu et on refuse de voir la façon dont on a poussé à ce qui est en train de se passer maintenant. Et on continue à rester dans la queue de comète américaine, si vous voulez. Donc, quand il s'agit d'aller saluer Zelensky, lui promettre des choses, même se substituer à l'Amérique, qui, elle, pour d'autres raisons, est en train d'expliquer que ça a coûté extrêmement cher, ça n'a pas rapporté ce qu'on attendait militairement, ça a rapporté beaucoup au complexe militaro-industriel américain, évidemment, mais il serait temps peut-être que les Européens se substituent, en tout cas en argent, aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui est resté de cette fameuse troisième voie du général de Gaulle? Elle n'existe plus? Mais justement, et c'est tout le sens de ce que j'essaie de dire, d'expliquer, de montrer, c'est qu'il y a encore de la place pour des pays, et certainement pour le nôtre, pour incarner, au moins en Europe, cette nouvelle voie, cette troisième voie, une nouvelle troisième voie. C'est absolument indispensable. C'est indispensable pour la sécurité européenne, c'est indispensable pour la sécurité de nos nations, et c'est indispensable pour juste exister dans le nouveau monde, parce que c'est un nouveau monde. Et plus on reste collé, et plus on refuse de voir ce qui se passe, en diabolisant, en faisant des anathèmes, en moralisant des situations qui n'ont rien à voir, à vrai dire, en relation internationale avec des questions morales, plus on se prive de ce qui devrait être en Europe et en France une évidence, c'est-à-dire la nécessité de se projeter vers l'Eurasie, vers cette autre partie du monde, qui est gigantesque, mais qui ne nous attend pas, qui ne nous attend absolument pas. Mais si aujourd'hui, le général de Gaulle, tiens, je parle devant un gaulliste historique, il est là, créateur du RPF, cofondateur du RPF, qu'aurait fait le général de Gaulle s'il avait été président en 2023-2024? Quelle voie aurait-il choisi? Alors, s'il avait été président... C'est de la politique fiction. Oui, c'est de la politique fiction. Bon, c'est un peu difficile de parler pour lui. Ça me fait un peu bizarre. Mais enfin, il est certain qu'il n'aurait certainement pas engagé la France dans cette espèce de curée complètement idiote, à mon avis, absconse, dangereuse, extrêmement dangereuse, contre la Russie. Déjà. Il se serait mis en médiation, il se serait mis pas en arbitre, mais justement en troisième pôle, si vous voulez, en disant, voilà, la situation est grave. Certes, il y a un pays qui entre dans un autre, mais ça date pas d'avant-hier. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, le conflit ukrainien. On n'en parle que depuis 2 ans, mais ça fait 20 ans que ça dure, depuis 2004. Bon. Donc, la France a, au contraire, un rôle utile à jouer en ne s'alignant pas, en restant non aligné sur cette affaire et en se proposant comme l'un des bâtisseurs de ce qu'il faut rebâtir, c'est-à-dire la sécurité européenne, parce qu'elle est en morceaux, la sécurité européenne. Et ça, il ne faut pas oublier que c'était un peu l'objectif américain depuis longtemps. C'est le cauchemar, si vous voulez. Le lien Russie-Europe, c'est le cauchemar géopolitique américain majeur, fondamental, depuis plus d'1 siècle. Et on y est. Mais la voix de la France... La rupture, c'est faite. Mais la voix de la France, elle compte encore? Est-ce que ça compte? Est-ce que si demain on fait cette troisième voie, est-ce que les pays, les Russes, je ne sais pas, les autres pays alignés avec la Russie se disent « Ah bah tiens, bravo la France, on va vous écouter » ou en fin de compte, ils seront indifférents? Ah non. Moi, je pense que si on avait ce courage du pas de côté, ce serait très difficile. On aura des pressions colossales, évidemment. Mais ce serait non seulement utile aux Européens, à l'ensemble du monde, et je pense qu'en termes de crédibilité et de crédit international français, on aurait beaucoup à gagner, parce que notre crédit international est extrêmement handicapé par cet alignement systématique.
On sert à quoi, en fait, concrètement, dans tous les lieux du monde où il y a des conflits difficiles. Ça peut être le Moyen-Orient, ça peut être l'Afrique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans un recul terrifiant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'aligne comme ça? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme auprès de nos diplomates? Vous le sentez? Vous qui avez travaillé avec eux, justement. Changement de paradigme. Je pense que notre diplomatie n'est pas en bon état. Bien sûr, il y a toujours des gens très compétents, des figures, des gens même qui osent parler, et notamment des anciens ministres qui, quand même, osent dire un certain nombre de choses courageusement. Après, le corps diplomatique, déjà, il est lui-même affaibli par les propres décisions du président de la République, donc c'est un vrai sujet, ça. Pourquoi est-ce qu'on casse notre diplomatie? Alors, c'est une question très intéressante. Pour la fondre dans un espèce de mélange informe européen où on dilue, on poursuit la dilution des États, on poursuit la mise à mal de tout ce qui nous reste encore d'éléments de souveraineté et d'autonomie de pensée et d'action. Oui, moi je pense que c'est l'objectif. Donc on a effectivement une diplomatie à repenser, mais on a surtout une doctrine de politique étrangère à remettre en place. La doctrine exacte. Est-ce que c'est la doctrine Lévite? Ah non, quoi, la doctrine de l'ancien... Oui, de l'ancien Sherpa de Nicolas Sarkozy. Non. La doctrine, enfin pour moi, elle doit effectivement être... Non, mais je veux dire, celle qui est majoritaire ici en France, au Quai d'Orsay. Mais qu'est-ce qu'il y a de majoritaire au Quai d'Orsay? Le Quai d'Orsay, déjà, on lui a coupé les ailes. Nos ministres choisis ne brillent pas par ni leur charisme, ni leur personnalité, ni même leurs idées en matière de politique internationale. Je sais bien que c'est le précaré présidentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des ministres sans odeur ni saveur, parce que de l'autre côté, partout, en Inde, en Russie, en Chine, on a des hommes sacrément capés, calibrés, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, à mettre en face? Voilà, ça. Bon. Mais justement, qu'est-ce qu'ils disent, les étrangers? Vous qui avez des contacts avec eux, avec certains, vous avez, j'imagine, beaucoup de sources à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils disent d'Emmanuel Macron? Comment ils le définissent? Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans la critique du président faut pas critiquer, de la République. Franchement, ça me semble sans objet. En tout cas, pour moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes plus considérés, et ça c'est clair, nous ne sommes plus considérés comme un acteur important sur la scène internationale. Mais ça, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Donc ça veut dire qu'il faut oser un tout petit peu reprendre une liberté de réflexion, de compréhension des choses. Il faut un peu ce que j'appelle l'intelligence du monde. Bien sûr. Voilà. Alors, vous savez, tout à l'heure, en écrivant le titre là que vous voyez à l'écran, les BRICS vont-ils enfin faire tomber l'Empire occidental? Notre ami régisseur, que je ne nommerai pas, m'a demandé, mais c'est quoi les BRICS? Donc, si vous pouvez le définir. Alors, les BRICS, c'est désormais, et même si ça a 20 ans, ça a plus de 20 ans, hein, ça a commencé il y a plus de 20 ans. Il y avait un premier, c'est une agrégation, alors c'est pour votre régisseur que je parle, c'est une agrégation. S'il ne connaît pas les BRICS, je ne sais pas s'il connaît agrégation. Oh là là, c'est pas gentil. Alors là, vraiment. Non, je suis sûre que si. Bon, enfin bref, c'est l'ensemble de la Chine. Alors, au départ, le premier groupe de tête, de fond, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud et Brésil. Bon. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est des gros morceaux, si j'ose dire, de la planète. Il y a tout un processus qui est en cours depuis déjà une dizaine d'années, qui vise à renforcer ce bloc. Et évidemment, ce bloc se renforce d'autant plus qu'on le définit comme un ennemi, un contre-monde, et à l'agrandir.
il y avait, jusqu'à l'avant-dernière conférence des BRICS cet automne, ou en juillet, même à la fin de l'été, il y avait une trentaine de candidats à l'entrée. Trentaine de candidats à l'entrée dans le cercle des BRICS. 5 ont été choisis pour un premier élargissement, si j'ose dire. Donc vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez, vous avez quoi? Non, vous avez, ça y est, mince. Bon, il y a 5 pays, mais c'est pas grave, on va les retrouver. C'est dramatique, ils sont très importants. L'Iran, l'Arabie Saoudite, ça y est, j'ai un trou. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, il y a 5 pays importants, mais l'Éthiopie. Il y avait l'Argentine, mais je crois qu'ils ont. Non, l'Argentine, elle a dit non parce qu'avec son nouveau président, voilà. Bon, ben, je suis fatiguée. Donc, il y a 5 pays importants, très bien. Mais est-ce que, alors, ma question aussi, c'est pour que les gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément ce qu'est exactement les BRICS, est-ce qu'on peut comparer les BRICS à une forme d'union européenne? À la, je sais pas moi, la russe ou à la chinoise. Et le 5e Mexique. Brésil. Non. Russie. Non, Brésil, c'est déjà dit. Non. Oui, mais ça, c'est les 5 initiaux, là. Oh là là, je suis fatiguée. Bon, voilà, ça va me revenir. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, C'est pas grave. Hein. Si, c'est grave. Hein. Les gens ne vous en tiennent pas rigueur. J'y pense toute la journée, je travaille dessus toute la journée, donc je suis navrée pour nos auditeurs. J'ai un petit. Oui, les Émirats, oui, bien sûr. Est-ce que ça ressemblerait à une forme d'Union européenne ou c'est totalement différent? L'Arabie Saoudite. Non, mais attendez, ça m'énerve. Les Émirats, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie. Non, et le 5e. Pas le Pakistan. Et l'Égypte. Voilà. L'Égypte, voilà. On est en direct. Oh là là, pourtant je n'ai rien vu. C'est pas grave. Il n'y a que de l'eau. Donc, il n'y a que de l'eau. Ici, il n'y a que de l'eau. Absolument. Bon, donc, ces 10 États. Alors, ce qui est très intéressant, il doit y avoir des commentaires drôles. Non. Ce qui est très intéressant dans ce nouveau groupe, c'est que chacun de ces nouveaux membres, et l'Égypte a déjà fait des déclarations dans ce sens, va être en fait un espèce de pôle régional. Par exemple, l'Égypte explique qu'elle va être une espèce de tête de pont des BRICS en termes commerciaux pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et même l'Afrique, d'ailleurs dit-elle au sens large. Donc l'idée, c'est de faire, j'allais dire des poupées russes, voilà, c'est l'image qui me vient, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 5 plus 5 autres, et autour de cela, chacun des nouveaux entrants, en tout cas, va lui-même agréger progressivement, commercialement, politiquement aussi, économiquement, financièrement, un certain nombre d'autres pays. Donc c'est énorme, en fait, ce qui est en train de se faire. Ça va prendre du temps. Et évidemment, l'enjeu derrière cela, c'est d'arriver à un moment donné à avoir un pôle énorme qui aura aussi sa rationalité et son autonomie financière, puisque l'enjeu derrière tout ça, c'est progressivement de dédollariser l'économie mondiale. Alors, à ce stade, ils ont été très prudents. Il y a une banque des BRICS aussi, dans cette organisation mais cette organisation qui se crée, j'allais dire, de manière dynamique. Au moment où nous parlons, il y a sans doute d'autres décisions qui se prennent. Il y a des statuts partenaires. Vladimir Poutine a parlé d'un statut de partenaire des BRICS qui est dans les tuyaux déjà. Il a donné 3 priorités, puisque la Russie vient de prendre c'est une présidence tournante. Elle vient de la prendre au 1er janvier. Donc elle a dit il y aura 3 pôles, un pôle économique et financier, un pôle politique et sécurité, un pôle humanitaire et je ne sais plus quoi, humanitaire, voilà, culturel et humanitaire. D'accord. Donc c'est vraiment c'est vraiment le contre-monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le voit comme un ennemi. On n'essaie pas du tout. Alors certes, notre président a prétendu. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas taper toute la journée sur la Russie, la Chine, et puis dire au fait, je voudrais bien venir à la Réunion, s'il vous plaît.
Ça ne marche pas comme ça. C'est tout un processus. Ce sont évidemment des pourparlers discrets. Enfin, je veux dire, là, il faut une bonne diplomatie qui ait compris l'intérêt des choses et qui ait lancé des lignes. Enfin, voilà. C'est évident, mais est-ce que aujourd'hui, pour ces BRICS, l'homme fort, c'est Poutine? Ou est-ce que c'est plutôt chapeauté peut-être par la Chine, par l'Inde? Non, comment vous voyez ça? Je pense que non, je pense que c'est. Alors l'Inde, c'est très important parce que l'Inde est une proie. Elle est dans les BRICS. Elle fait des déclarations sur un certain nombre de sujets internationaux du moment où il est clair qu'elle n'a pas l'intention de se laisser divertir par le pôle occidental qui lui fait les yeux de chimène. Hein, et elle signe aussi des accords, mais qui pour l'instant restent assez flous, notamment des accords de corridor commercial, ferroviaire, etc., ou portuaire aussi, qui seraient une réponse, une représailles, en tout cas une alternative aux routes de la soie chinoises, qui, elles, veulent irriguer le monde entier, en fait, par tous les biais, hein, à partir de la Chine jusqu'à l'Europe. Donc l'Inde, c'est une proie, c'est un enjeu. Mais moi, quand on voit la personnalité et les intérêts de Modi, du leader indien, je pense qu'il a compris qu'il avait intérêt quand même à s'agréger et même peut-être à trouver un certain équilibre dans sa relation avec la Chine. Parce que là, il y a encore des sujets de friction entre les deux pays et qui sont des géants. L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. L'Inde est devenue plus peuplée que la Chine elle-même. Et l'Inde étant actuellement un hub absolument ahurissant, et ça, on n'en entend pas parler, et il n'y a pas d'Européens, et ça, on me l'a confirmé, pour toutes les opérations, les grandes opérations financières, bancaires. Il n'y a pas d'Européens? C'est-à-dire que les Européens ne sont pas en Inde? Si, bien sûr. Non, mais oui, on le sait, mais ce que je veux dire, c'est que l'Inde, depuis notamment la guerre d'Ukraine, mais aussi depuis les difficultés vécues par la Chine économique, est devenue l'endroit où se déplacent tous les fonds, y compris américains, pour faire de grandes opérations. La 3e plus grande banque mondiale au monde, elle est indienne. Mais qui le sait? Voilà. Et là-dedans, l'Europe, et alors la France. Voilà. Donc, si vous voulez, on est hors jeu, quoi. On est mentalement hors jeu, et on s'est mis tout seul hors jeu parce que c'est une question d'idéologie, c'est une question de vision du monde, c'est une question de concevoir l'altérité comme forcément hostile, comme forcément devant être... Et le rôle de Poutine dans tout ça? Son rôle, on le connaît? Écoutez, je pense qu'il a eu un rôle de catalyseur assez considérable, et notamment, moi, je fais dater le début de la bascule vraiment du monde du moment où la Russie est intervenue en Syrie, c'est-à-dire de l'automne 2015. Parce que là, s'est mise en place alors c'est après Maïdan, ça commençait à aller mal depuis 2014, mais la façon dont la Russie est arrivée au secours de la Syrie, qui était en train d'être littéralement dépecée, démembrée, qui allait être mise sous la coupe de tous les djihadistes de la planète auxquels on avait donné rendez-vous là. À partir de ce moment-là, Poutine a fait une démonstration, à mon avis, pas seulement vers nous, mais vers le reste du monde, vers l'Afrique, vers l'Amérique latine. Enfin, une démonstration diplomatique et politique considérable qui était qu'il était capable non seulement de renverser une situation qui paraissait extrêmement mal engagée, qui était le fait d'une offensive occidentale, de régime change classique, comme il y en a eu depuis la fin des années 2000, enfin à peu près, et qu'il y avait donc une alternative, qu'il était possible d'avoir un allié fiable qui proposait autre chose, qui venait, non seulement qui venait à votre secours, mais qui avait le courage de dire non, de dire stop, de dire stop.
Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ça a énormément contribué à sa crédibilité. Alors, nous, on la lui dénie, bien sûr. Mais en dehors de nous, pour le reste du monde, géopolitiquement, ça a été, à mon avis, un game changer, ça. En tout cas, merci beaucoup, cher Caroline Galacteros. Là, on bouleverse un peu le programme parce que notre amie Myriam Palomba doit nous quitter pour voir Monsieur Hanouna. Elle préfère Monsieur Hanouna à Géopolitique Profonde. Je m'en rappellerai, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et ce sera sa chronique Les Dessous des élites. Mais avant ça, annonce. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.